question. La réflexion de M. Cornu-Gentil, la réflexion initiale, je la constate aussi sur la longue durée. Il y a cette tentation en France ou ailleurs. Je la constate encore plus gravement ailleurs qu'en France. Et dans certains pays européens, beaucoup plus grande et beaucoup plus dramatique. L'arbitrage du président de la République a été de sanctuariser les 190 milliards d'euros sur la période qui nous mène jusqu'en 2019 en euros courants et de faire en sorte que le budget qui vous est proposé, 31,4 milliards, soit dans le même périmètre que celui de 2013, qui lui-même est dans le même périmètre que celui de 2012, ce qui fait que l'effort du budget de la défense au redressement des comptes publics, qui est une préoccupation, je crois, largement partagée, correspond à l'inflation. Mais c'est vrai que cela aboutit à 1,5% du produit intérieur brut. Je voudrais simplement vous dire que moi, je ne m'en contente pas, même si il est logique aussi, pour des raisons de souveraineté, que nous puissions retrouver la maîtrise de nos comptes publics. Dans le débat qui s'est déroulé au Sénat avant-hier et dans la nuit d'avant-hier à hier, il a été proposé, avec le soutien du gouvernement, le fait qu'on inscrive dans la loi de programmation l'objectif de 2%. En attendant de meilleure fortune, mais qu'on n'est pas dans la logique du maintien à 1,5. Je voulais vous le dire parce que c'est un amendement qui a été inscrit et soutenu par le gouvernement et par moi-même. Une deuxième remarque, d'ordre plus général, je vous le livre parce que je trouve que la généralisation du concept de déclassement stratégique me paraît polémique. Ce n'est pas le cas. Quand je dis, et je maintiendrai mon propos sur la durée, que nous allons être en 2019 la première armée européenne, je n'invente pas, c'est une réalité. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. Mais quand je regarde les chiffres que j'ai des autres pays européens, les plus significatifs, nous aurons nous-mêmes en 2019 187 000 militaires et 55 000 civils, donc 242, je n'ai pas fait le total mentalement, militaires, personnels de la défense. Et si je prends uniquement les 187 000 militaires, le chiffre sera supérieur à l'effectif prévisionnel de nos partenaires allemands et de nos partenaires britanniques, et nettement, puisque l'horizon britannique est de 160 000 militaires à 2019. Et que la maîtrise, les réductions drastiques qui ont été effectuées, qui sont en cours de mise en œuvre dans ces pays voisins, sont beaucoup plus graves qu'en France. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que la première armée d'Europe en 2019, c'est du déclassement stratégique. Je ne crois pas qu'une armée qui a 225 avions de chasse, qui a 16 frégates de premier rang, qui a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui a 6 sous-marins nucléaires d'attaque, qui a 66 000 forces opérationnelles projetables de l'armée de terre au terme du processus, soit une armée en voie de déclassement. En tout cas, ce n'est pas du tout l'image et la conception et l'approche qu'ont nos voisins, y compris au sein de l'Alliance Atlantique. Donc je crois qu'il faut mesurer les propos, même si de temps en temps, je comprends qu'on puisse se laisser aller à quelques excès oratoires, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas le cas. Et je voulais le dire en commençant mon propos. Je voudrais reprendre un certain nombre d'observations qui ont été faites et tenter d'y répondre. Pour M. Cornu-Gentil, moi je n'ai pas d'inquiétude sur les ressources exceptionnelles en 2014. Elles sont là. Et nous sommes amenés aujourd'hui à discuter du budget de 2014. Nous serons amenés à parler ensemble un peu plus tard de l'affectation ultérieure
des 6 milliards 100 prévus dans les 190 milliards de la loi de programmation militaire, je crois qu'à la fin du mois de novembre, lors du débat sur la programmation militaire, je dispose, par rapport à la loi de programmation militaire antérieure, de l'avantage de la description de la panoplie des ressources exceptionnelles dont je pourrais disposer, ou sur lesquelles je pourrais mobiliser les financements. Ce sera dans le texte de loi et non plus dans l'annexe, ce qui est quand même un point important. Et il y aura une réévaluation de la situation en fin 2015, ce qui est aussi un point important, et c'est dans le texte de loi. La difficulté, je ne vais pas la nier, c'est de s'assurer de la bonne mobilisation des différentes possibilités de mobilisation financière au bon moment dans le calendrier. Je l'ai obtenu en 2014, je l'avais obtenu en 2013. Il faut faire en sorte qu'elle soit bien dans le calendrier pour la suite. Et ça, c'est une vigilance de tous les instants, à la fois du ministre, mais aussi la commission des finances et de la commission de la défense. Donc, vous avez le point pour le cadre financier de cette année, avec la vigilance qu'il importe d'avoir pour la suite. Je voudrais aussi vous dire, je cherche la fiche de M. Cornut-Gentille, voilà, que M. Cornut-Gentille et M. Launay, juste à ce moment, sur les OPEX, je ne sais pas si on peut dire que descendre la part affectée aux OPEX de 630 millions d'euros dans le budget 2013 à 450 millions d'euros moyenne dans la loi de programmation et donc dans le budget 2014, ça commence, que ce soit obligatoirement un inconvénient pour le budget de la défense. Ça peut être aussi un avantage. Et je considère que c'est plutôt un avantage. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce chiffre? Parce que je crois que cette question préoccupe beaucoup de parlementaires. D'abord parce qu'on a une diminution de notre présence. Nous descendons nous avons réduit considérablement notre présence en Afghanistan et nous sommes amenés à réduire notre présence au Mali, même si c'est un peu plus long que ce que l'on avait imaginé au moment de la rédaction, parce que le président de la République a souhaité, et je pense avec raison, que nous maintenions un niveau assez significatif des forces françaises un peu plus longtemps, en raison en particulier de la nécessité d'une présence pendant la période électorale. Et vous savez que les élections législatives vont avoir lieu fin novembre, début décembre. Mais de toute façon, ça diminue. L'enveloppe globale malienne, ça sera l'exercice 2013 entre 600, on est au mois d'octobre, entre 600 et 650 millions d'euros. Donc une diminution. Plus le fait que, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier à la Commission de la Défense, on va réorganiser notre dispositif en Afrique, pas d'ailleurs obligatoirement en diminution, mais en réorganisation entre OPEX et non-OPEX, force prépositionnée, force OPEX, pour avoir une meilleure réactivité et une meilleure capacité d'intervention. Ceci étant dit, s'il y a des interventions nouvelles, ce qui peut malheureusement arriver dans le monde instable que nous connaissons, l'hypothèse de la RCA n'est pas une hypothèse à exclure, assez rapidement, le surplus, le coût supplémentaire sera partagé. Et sera partagé non pas à partir de 630, mais à partir de 450. Donc je considère pour ma part que c'est plutôt une avancée qu'un recul. Voilà. Mais je comprends qu'on puisse le lire autrement. Mais pour ma part, je demande à la Commission des finances de bien le regarder, c'est plutôt une avancée qu'un recul. D'autant. Je n'ai rien entendu, monsieur le ministre. Vous ne direz rien à personne. Je vous remercie. Alors, ça m'amène. Non, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'amputer à même hauteur, toujours sur les mêmes lignes de crédit, c'est-à-dire sur les crédits d'équipement. Donc, pardon.
va vous les enlever d'un autre endroit du ministère. Non, parce que, mais je suis désolé, je suis désolé de vous dire, enfin, je suis même ravi de vous dire que le traitement des surcoûts OPEX seront des traitements qui aboutiront à une gestion interministérielle globale. Et donc, je considère cette observation plutôt comme un élément positif. Alors, sur les questions posées, je dirais de la même manière par Monsieur Launay et Monsieur Cornut-Gentille, les interrogations sur la fin de gestion, oui, je les partage et je souhaite, comme elles sont en cours, qu'elles se traduisent par la meilleure avancée possible. J'ai demandé la levée intégrale des crédits mis en réserve et un abondement à hauteur de l'intégralité du surcoût OPEX. Et l'arbitrage du Premier ministre devrait intervenir relativement prochainement. Je suis en discussion parce qu'il importe effectivement de bien rentrer dans la loi de programmation et sur les principes que je viens d'évoquer. Donc, pour l'instant, je peux rien vous dire d'autre que cette détermination à faire en sorte que l'entrée en programmation soit la plus correcte possible. Ce qui m'amène au report de charge, qui est, tout à l'heure ça a été rappelé, qui est une préoccupation lourde, puisque en 2012, il y avait 3 milliards de report de charge. Alors le report de charge en soi, ce n'est pas automatiquement un péché, puisque nous sommes un des rares ministères qui ait une capacité d'investissement assez forte, donc il est logique qu'il puisse y avoir des reports de charges. Sauf que là, on dépasse le niveau acceptable et il faudra progressivement le résorber. J'ai trouvé ces 3 milliards en arrivant, accumulation de toute une série de reports successifs. Et j'ai vraiment la volonté de faire en sorte qu'au cours de la loi de programmation, on puisse arriver à réduire ce report qui est extrêmement important. J'ai un point de confiance ferme, c'est le financement interministériel des surcoûts OPEX. Le reste nécessitera de la détermination et du soutien de l'ensemble des acteurs et singulièrement des membres des commissions concernées. Je voudrais, sur les études amont, concernant une observation de M. Cornut-Gentille, mais ça a été indiqué aussi par d'autres intervenants et d'autres rapporteurs. Moi, je suis tout à fait déterminé à sanctuariser les études amont à une hauteur qui soit entre 730 et 750 millions d'euros. Qu'est-ce que j'ai comme garantie de le faire? Ma détermination. Mais elle a déjà été forte en 2013, que j'ai fait monter le niveau des études amont dès le budget 2013. Je ne sais plus combien il était avant, j'ai fait monter à 730 millions d'euros, tant que je me souvienne, en 2013. Mais il était en dessous de 700 en 2012. Oui, pourquoi? Parce que c'est la facilité. C'est la facilité financière. C'est cette facilité dans laquelle je ne rentrerai pas, même si c'est dur. Parce que la facilité, c'est de dire on a un programme qui attend, ou on a cette nécessité de combler ici, on pique dans les études amont. De toute façon, les études amont, les résultats, c'est dans 10 ans. Mais si nous ne sommes pas extrêmement vigilants, je pense que nous préparons des catastrophes. Donc je suis très rigide sur le sujet. Il y a 2 sujets sur lesquels je suis rigide, je le dis à l'ensemble de la commission, c'est les études amont et la préparation opérationnelle. Et ces 2 principes. Le reste vient après. Alors le reste est important, tout est important. Mais si on ne met pas des curseurs et des lignes à ne pas dépasser, alors ou bien on a du matériel, peut-être même de grande technologie, mais des militaires qui ne sont pas aguerris pour les utiliser, ou bien on ne prépare pas l'avenir. Or, ce sont 2 lignes budgétaires
qu'il est relativement facile de toucher, puisque l'une et l'autre jouent généralement le rôle de variable d'ajustement. Je m'y refuse.